Bonsoir Frédéric Davy. Bonsoir. Vous êtes directeur général opinion à l'Institut de sondage IFOP. Les téléspectateurs de C'est dans l'air vous connaissent bien. On est ravis de vous recevoir. Vous avez publié cette étude inédite. Voilà, ça s'appelle La fracture, sous-titrée Comment la jeunesse d'aujourd'hui fait sécession, ses valeurs, ses choix, ses révoltes, ses espoirs. Vaste programme. Bon, d'abord, je le disais un petit peu en souriant, mais jeune, c'est quoi? Est-ce que je suis jeune, moi? J'en suis sûr, mais dans les enquêtes... Dans ma tête, voilà, en tout cas, dans votre tête, c'est une période transitoire. Dès qu'on se sent dans cette logique-là, on est jeune. Dans les enquêtes d'opinion et celles qu'on a ressuscitées, l'enquête Nouvelle Vague, c'est des 18-30 ans. Mais on a du mal à dire ce qu'est la jeunesse parce qu'elle est assez insaisissable. C'est pas un bloc monolithique. On a toujours tendance à lui coller des adjectifs, des épithètes, génération Covid, génération Greta Thunberg, génération digital native. Donc ça reste quelque chose de compliqué. Alors, l'enquête a commencé il y a plus de 60 ans. C'est ça qui est très intéressant. On la voit d'ailleurs, on va la voir en couverture. La première fois qu'elle apparaît, c'est en couverture de l'Express. Vous la voyez là, titrée La Nouvelle Vague. On est en 1957. Première fois d'ailleurs que l'expression La Nouvelle Vague apparaît. Exactement. Et on peut donc suivre l'évolution historique entre les anciennes et les nouvelles générations. Ça, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé ? Alors, je dirais que c'est une jeunesse qui a connu des chocs jamais vus, le choc terroriste, le choc climatique, elle est éco-inquiète si je puis dire, mais bien sûr c'est le Covid. Et ce qui m'a frappé, c'est le décalage en tout ce qu'elle a enduré. Le président de la République l'a lui-même défini comme c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Tout ce qu'elle a vécu, elle s'est sentie sacrifiée, stigmatisée. Et pour autant, ce qui est incroyable, c'est, même si le terme est un peu galvaudé, c'est sa résilience, sa capacité à se projeter vers l'avenir, à tourner la page Covid. Et je dirais, ce qui ne nous tue pas nous renforce. Et plus que jamais, c'est une jeunesse optimiste et c'est une jeunesse qui a conscience de sa force. Il y a une question qu'on posait en 1957. Avez-vous l'impression d'être, vous jeunes, une génération à part? Il n'y avait que 17%, là 85%. L'événement Covid a, je dirais, créé une sorte, autour d'un événement fondateur, une sorte de conscience générationnelle. Et en même temps, vous parlez de génération désenchantée, entre autres qualificatifs. Et c'est vrai qu'il y a un effondrement du bonheur. Là, pour le coup, il est quantifié, qui est absolument spectaculaire. Il y a également 58% des jeunes qui se sentent déprimés. La faute à quoi? Vous parlez vraiment du Covid, des enchaînements de crises que ces jeunes ont connus? Oui, voilà, c'est l'enchaînement de crises. Quand on regarde le choc terroriste, le profil des victimes des terrasses, il y a des attentats en cours, c'est plutôt des 18-35, des 18-40. Il y a cette question de vulnérabilité face à la question climatique, le sentiment que nous sommes mortels, comme l'avait dit Paul Valéry. Et puis c'est vrai que cette carotte géologique de 65 ans permet de relativiser tel ou tel indicateur. C'est vrai que quand on perd 27 points sur le sentiment de bonheur, quand on perd 36 points sur « je vis dans une période plutôt chanceuse », c'est qu'il s'est passé quelque chose, mais pour autant, la jeunesse a réussi à tourner la page. L'enquête, il faut toujours voir quand une enquête a été faite. Elle a été faite en février 2021. C'est une période où on venait d'échapper, du fait de la décision présidentielle, à un nouveau confinement, mais l'inquiétude était extrêmement forte. Les Français étaient incapables de se projeter. Les jeunes, eux, à 75%, quelle que soit la catégorie, ont réussi à le faire. Mais clairement, c'est une génération... Quand je parle de la génération des années 80, qui avait aussi des moments très difficiles, le chômage, la crainte du sida sur le plan intime, on leur promettait, ces jeunes, des tucs. On leur disait, le Premier ministre de l'époque, chômeurs, vous n'avez qu'à créer votre entreprise, ce qui avait choqué à l'époque, ce qui ne choquerait plus du tout aujourd'hui. Il y avait quand même ce sentiment de bonheur très fort. Là, clairement, c'est une génération qui s'est un peu cassée, mais qui s'est, si je peux dire, reconstruite et qui va de l'avant. Alors justement, est-ce que ces jeunes vont de l'avant en cherchant des réponses ou un certain rassérénement dans la politique? Alors, dans la politique telle qu'on la connaît classiquement, non. Ce qui frappe, c'est, on fait une petite histoire de l'abstention et de la participation à l'élection présidentielle. Clairement, aujourd'hui, les jeunes ne votent plus. Et ce qui est grave, c'était 87% d'abstention aux élections régionales chez les 18-30 ans. Ce qui frappe, c'est les raisons pour lesquelles ils ne votent plus. Il y a une logique de vanité du vote, d'inutilité du vote, une logique... Oui, vous dites d'aquabonisme. Exactement. Sur le vote. Vous voyez la référence, c'est une chanson de Serge Gainsbourg pour Jane Birkin. À quoi bon voter? Parce que voter, les jeunes ont une vision assez pure de leur rapport avec les politiques. C'est je vote pour vous, je vous délègue mon pouvoir, mais vous changez la vie, vous transformez mes conditions de vie. Et parce qu'ils ne trouvent plus de solution du côté de la sphère politique, il y a des conséquences très nettes. Ils vont voir ailleurs. Ailleurs, c'est eux-mêmes
qui mieux que moi pour faire avancer ma propre cause? Ils vont voir l'entreprise. Il y a un credo pro-business qu'on n'a jamais vu. On n'est pas sur la jeunesse des années 80, des années 70, très idéologisée, très parfois anti-patron. Là, on a une jeunesse qui a beaucoup changé, mais c'est clair. Je parle d'abstention extrêmement forte, qui concerne aussi l'ensemble des électeurs français. Oui. Mais la présidentielle, c'est différent. Alors, la présidentielle, c'est différent. Enfin, pour l'instant, en tout cas, dans les sondages qu'on a, plus de la moitié des moins de 25 ans qui disent ne pas compter aller voter en 2022. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais ne comptent pas aller voter en 2022. Est-ce que ça peut servir à quelque chose, des mesures, comme par exemple ce que Anne Hidalgo propose, abaisser l'âge de vote à 16 ans, essayer d'approcher les jeunes comme ça? Alors, c'est vrai que la présidentielle, c'est une élection à part. Il y a une sorte de magie présidentielle. Les jeunes y croient. Et puis, il est déjà arrivé en 1981. En 95, en 2007, contrairement à ce qu'on peut croire, les jeunes ont voté autant, voire plus que l'ensemble des Français. Et puis, il y a un moment particulier. Vous parliez d'Anne Hidalgo, on pourrait citer tous les candidats, officiels ou pas. Tout le monde est dans une course à l'échalote vis-à-vis de la mesure jeune. Le président lui-même, il parle sur Brut, sur TikTok, il s'adresse aux jeunes, le pass culture, Marine Le Pen qui propose tous, de ne plus l'exonération fiscale des moins de 30 ans. Des moins de 30 ans. Clairement, peut-être, puisque la présidentielle, c'est un moment aussi un peu magique où la France se projette vers l'avenir. Quelle est la catégorie, et je le disais sur l'après-Covid, qui se projette le plus, c'est les jeunes. On peut peut-être attendre une bonne surprise, mais les jeunes n'aiment pas le discours, le jeunisme. Ils votent pour qui, les jeunes ? Aujourd'hui, il y a une vraie dichotomie. Premièrement, ils votent un peu comme l'ensemble des Français. L'époque où il y avait un vote jeune singulier, le vote jeune qui votait Marchais en 81, qui votait Noël Mamère en 2002, c'est terminé. Ils votent comme l'ensemble des Français avec une sorte de dichotomie. Oui. Les moins de 25 ans, sensibles à un effet Manu, à un effet identificatoire, sont très en soutien du président de la République, qui leur ressemble. Emmanuel Macron. L'effet Manu, pour reprendre l'expression du Mont Valérien, où un jeune avait apostrophé Emmanuel Macron. Et alors à l'opposé, les 25-30. Ouais. Marine Le Pen. Marine Le Pen, très fortement. Parce qu'on parle d'une jeunesse, mais entre la jeunesse de 18-24 ans, 18-20 ans, souvent protégée, en cours d'études, insérée, qui n'est pas dans cette période transitoire. Et les 25-30 ans, la génération de l'insertion qui peine à s'insérer, qui connaît les affres du stage qui a été arrêté par le Covid, la formation qui ne marche pas, elle vote plus fortement Marine Le Pen. Avec des valeurs très contradictoires en même temps. Enfin, vous parlez de passion, de l'égalité, mais en même temps, donc vous venez de le dire, des jeunes très individualistes. 3/4 à valider la préférence nationale, évidemment, ça nous rappelle des souvenirs frontistes. Et en même temps, ils s'inquiètent du sort des migrants. C'est compliqué, finalement, c'est compliqué. C'est une certaine complexité. C'est vrai que sur les valeurs, il y a une sorte d'équilibre entre des valeurs individuelles, modernes et des valeurs traditionnelles. Jamais la famille n'a été autant valorisée. Ce n'est plus comme... Ça arrive en tête des valeurs. Exactement. Comme dans la première enquête de Nouvelle Vague, j'ai pu mettre la main dessus, celle de 68, on avait la famille comme lieu du conflit sur le droit des femmes, sur l'égalité, sur les mœurs. En tête parce qu'il y a eu l'effet Covid également. La famille, alors toute chose étant égale par ailleurs, il y a bien sûr des cas compliqués, mais ça a été pour beaucoup de jeunes un sas, une protection, et puis c'est plus le lieu du conflit. Le conflit sur la question de l'arrivée de la gauche au pouvoir dans les années 70, c'est complètement fini, et c'est vrai que les jeunes font cet équilibre, ils passent de valeurs traditionnelles à des valeurs plus modernes. Et encore évidemment, plein de nuances, puisqu'il n'y a pas qu'un jeune, mais des milliers et des milliers de jeunes. Merci Frédéric Dabi. Merci. Toute la lecture dans La Fracture, coécrit avec Stewart Shaw. Et il faut préciser que le livre vient d'être sélectionné pour le prix du livre politique. Félicitations. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission, à demain.